Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour ce nouveau webinaire avec Rémi Ledruyenec. On s'était vu, alors excuse-moi si je dis des bêtises sur ton nom, parce que je suis pas toujours très fort en breton. On s'était vu il y a un an. En un an, on a fait un livre ensemble, enfin surtout lui, le magasin Est-il mort, livre dont on va parler aujourd'hui. C'est un peu vraiment dans le prolongement de notre dernier webinaire, de la conversation. La graine de faire un livre a germé et on a été ravis de le publier et il est sorti la semaine dernière. On va pouvoir en parler. Rémi, je te laisse te présenter. Alors, donc, je m'appelle Rémi Ledruyenec. J'ai cofondé une agence de design d'expérience client qui s'appelle Héroïne il y a 2 ans, juste avant le Covid. Voilà, et j'ai pour ma part un parcours très agence de retail design avec une dimension conseil commercial donc, qui m'a amené aussi à réfléchir pas mal aux problématiques des marques qui venaient nous solliciter. Et c'est voilà, c'est tous ces éléments-là qui ont germé dans ma tête pour en venir à la création d'Héroïne. Et du coup, avec mon associé, c'est vrai que le Covid nous a quand même donné pas mal d'opportunités de remise à plat, de questionnement. Et donc, c'est voilà, le fruit de ces quelques années et surtout de ces derniers mois qu'on a essayé d'encapsuler dans ces quelques pages. Excuse-moi, je suis perdu dans mes idées, j'arrive pas à rebondir bien sur ton introduction. Si je voulais te demander, parce que je suis pas sûr que tout le monde sache que c'est une agence de retail design. Alors, une agence de retail design, c'est une agence qui va avoir pour expertise de créer des concepts donc, pour les marques de lieux. Donc, le retail, c'est de la vente au détail. En français, c'est la vente au détail. Et donc, le retail design, c'est le design d'espaces qui sont liés, qui sont voués à accueillir un public pour lui vendre du produit, vendre des services. Et donc, l'objectif, c'est de pouvoir développer, donc ça peut être des concepts de boutique, ça peut être du restaurant, ça peut être des agences de voyage, ça peut être des pop-up stores, donc plus liés au côté événementiel, etc. Mais aussi des plus petits formats dans les grands magasins, donc ça peut être un corner, ça peut être une gondole. Voilà, c'est vraiment travailler toutes les échelles qui accompagnent la vente d'un produit ou d'un service en point de vente physique. D'ailleurs, je te propose, Abdel, au cas où, si tu peux faire un petit sondage dans la salle pour savoir qui connaissait le retail design ou pas, parmi les personnes présentes, ce sera intéressant d'avoir ce retour-là. Aujourd'hui, tu es le premier à tester un nouveau format de webinaire qu'on est en train de mettre en place, donc on est encore dans du bricolage, etc. Mais on essaye de mettre en place un format plus interactif en créant des passerelles entre notre communauté sur LinkedIn, le webinaire, notre communauté par email, etc. Donc à ce titre, on a séquencé le webinaire, donc on va avoir des petites pauses et des petits temps dans le webinaire pour animer notre discussion. Et la première séquence, t'es le premier à découvrir ça, c'est notre séquence sondage de la semaine. Donc on a fait un sondage pour annoncer le webinaire avec la question que tu poses sur le livre qui s'appelle « Le magasin est-il mort ?» J'ai fait ce sondage sur LinkedIn, il y a eu pas mal de réponses. Je vais vous partager les résultats de ce sondage et on pourra le commenter pour introduire la discussion. Donc vous voyez à l'écran notre superbe animation et ce qu'on peut faire avec Webinaire Jam, le sondage de la semaine, ding ding, imaginez le petit jingle qui va avec et c'était la question, le magasin est-il mort? Et oui, est-ce que le digital a tué le commerce physique? Abdel nous a mis des belles captures d'écran, donc non 71%, seulement 11% de oui, en sachant que tout ça c'est sur un échantillon ramené à 80%, vu que il y a 18% de curieux qui ont juste voulu voir les résultats, donc on peut dire un 85-15, quelque chose comme ça, en faisant ma règle de 3 rapide. Je te laisse voir les commentaires aussi.
commentaire de Dorian qui dit que j'espère bien que le magasin physique ne va pas mourir, qu'elle n'achète qu'en magasin pour vérifier la qualité des produits, essayer les vêtements. Et de la même façon, Antoine qui nous dit que le digital a donné naissance à une nouvelle forme de commerce physique en lien avec les nouveaux modes d'achat et plus largement d'apprentissage des consommateurs. On va pouvoir discuter de ce sujet-là avec toi. C'est le sujet de ton livre, de votre livre avec Quentin. Est-ce que tu as un commentaire à faire sur les résultats de ce sondage ? C'est déjà rassurant qu'on ne soit pas les seuls à penser que le magasin n'est pas mort. Après, de quelle mesure l'audience était déjà pas convaincue de cette question, mais je crois qu'en tout cas, beaucoup de gens pensent que le magasin a un avenir. Est-ce qu'aujourd'hui, on a trouvé le bon format et les bonnes réponses pour lui donner des perspectives et surtout le rendre attractif face justement aux propositions du digital? Je pense qu'il y a encore beaucoup de chantiers à mener, mais c'est quand même intéressant de voir que globalement, les gens sont plutôt réceptifs à une réinvention du magasin, en tout cas que le magasin a encore une place dans les parcours d'achat et c'est tant mieux. Voilà pour cette première séquence de notre webinaire qu'on essaye de rythmer comme une émission de télé cheap parce que on n'a pas les outils de la télé. Mais l'objectif de tout ça, c'est vraiment de développer l'interactivité, c'est de s'assurer que vous puissiez poser vos questions aussi, intervenir avant, faire des commentaires avant sur les sondages pour qu'on puisse les relayer après. On est vraiment, et vous allez le voir aussi dans nos prochains mails, dans une envie d'essayer de développer une communauté B2B, ce qui n'est pas toujours facile, mais c'est notre objectif. Autre petit sondage sur le connaissez-vous le retail design, on a 64% de oui et quand même 35% de non, donc c'était pas complètement inutile de faire le petit rappel que tu as fait en introduction. Comment tu as envie de nous présenter ton livre ? Est-ce que il y a une chronologie, une façon qui te semble la plus adaptée de présenter le livre et de présenter les concepts qu'il y a dedans? La dernière fois, quand tu étais venu il y a 1 an, tu nous avais vraiment présenté la méthodo que j'avais trouvé hyper structurée, d'où mon appel du pied pour en faire un livre. Alors, disons que le livre aujourd'hui, tel qu'on l'a imaginé, permet d'aller beaucoup plus loin que la simple méthode qu'on a développée chez Heroin. La première étape qui nous semblait indispensable avant de pouvoir réfléchir au futur du retail, c'était de se dire aujourd'hui, le magasin physique, comment est-il en train de muter? Et c'est vrai que même si pour beaucoup de secteurs d'activité, les premiers confinements, les confinements successifs ont été des bouleversements et plutôt une arrivée de catastrophes en série. Au niveau du retail, malgré tout, ça a quand même été un formidable laboratoire d'expérimentation, puisque pour la plupart des pays, pendant plusieurs mois, les magasins ont fermé. Et donc, du coup, les marques se sont retrouvées sans surface de vente à exploiter, sans équipe à manager, et du coup, se sont mis à se poser des questions en se disant OK, on va pas pouvoir continuer l'activité comme habituellement. Qu'est-ce qu'on peut aujourd'hui enclencher en termes de réflexion, de nouveaux modèles pour, à terme, proposer une offre plus innovante, plus en phase avec les attentes des clients. Et donc, c'est la première partie du livre, c'est se dire quels sont les courants qui préexistaient au Covid, mais le Covid, en fait, a vraiment été un catalyseur. Ça a permis d'accélérer la transformation dans beaucoup de secteurs d'activité. Et en fait, la première partie du livre, c'est les 5 courants de ce qu'on appelle la retail experience. C'est l'expérience client en retail, l'expérience client en magasin, et qu'est-ce qui est sorti de ces mois-là et qui a donné vie à des concepts, pour le coup, assez intéressants dans leur hybridation avec le digital, dans les prises de parole que le magasin avait, notamment les marques se sont rendues compte que le magasin devait faire autre chose que simplement vendre, même si
ça fait quelques années qu'on essaie de le dire au maximum de clients qu'on rencontre. Et donc voilà, c'est donner un aperçu aux gens grâce à ce premier chapitre des 5 courants. Ce qui est intéressant, c'est que au-delà des pages du livre qui vont donner beaucoup d'éléments textuels, on a à la fin de ce chapitre 5 fiches récap qui permettent, grâce à des QR codes, d'accéder à du contenu donc digital où vous allez retrouver l'illustration de chacun de ces courants via des images, des vidéos, des captures d'écran d'expériences que nous avons nous-mêmes réalisées. Et donc, c'est aussi proposer une expérience de lecture qui soit à l'image de l'expérience qu'on imagine nous vivre en magasin à travers donc ces QR codes. Je dois dire qu'ils sont hyper rigolos, ces QR codes. Je pense que c'est l'une des premières fois où j'en vois des aussi personnalisés et sympathiques. En tout cas, ils sont je les ai montrés à l'écran pour tout le monde, quoi. Ouais. Oui, pardon. Oui, enfin, dis-moi si je voulais pas te couper. Non, et en fait, on a vraiment pensé la construction en tout cas de ce premier chapitre, comme la construction d'un parcours client aujourd'hui en magasin, c'est à la fois du physique, c'est à la fois du digital, et donc là, on est et sur du papier et sur de l'écran, et donc voilà, c'est vraiment, en tout cas, comme ça qu'on a envie, nous, d'imaginer les parcours clients de demain. Donc ça, c'est, on va dire, plutôt un audit et une analyse de ce qu'on a pu nous constater ces derniers mois et qui sont quand même pour nous des signaux plus que faibles, c'est-à-dire que c'est des choses qui vont vraiment donner un aperçu du paysage dans le retail demain. Et je te propose qu'on se penche un peu sur ces 5 courants, comme ça on donne, on en touche un mot avec nos auditeurs et puis qui puissent aussi te poser des questions. Le premier, c'est le social retail. Ouais. Ça, j'imagine. Enfin, on voit tous à quoi ça correspond. Tu peux préciser le cas échéant. Alors, c'est pour moi un courant très intéressant puisque le social retail, c'est l'intégration du réseau social dans la conception d'un lieu physique. C'est-à-dire que le social retail, c'est plus, on se pose plus la question de comment on va faire rentrer le digital en boutique en mettant des tablettes, en mettant des écrans, etc. Mais c'est finalement les codes des réseaux sociaux qui vont imposer les nouvelles règles dans la conception même d'un magasin. Donc, on cite notamment l'exemple de Burberry avec son Social Retail Store qui a ouvert l'année dernière en Chine, mais où, en fait, sans le programme WeChat, donc le réseau social chinois, vous ne pouvez pas accéder à tout un tas d'expériences en boutique, comme réserver votre cabine d'essayage, sélectionner la playlist musicale pendant votre essayage, le Thomas Café qui est l'endroit où vous pouvez consommer boissons et repas. Le menu est complètement digitalisé et en fonction de votre niveau d'engagement sur le réseau social avec la marque, l'offre proposée dans le menu n'est pas la même. Donc, plus vous êtes engagé et fidèle, plus vous allez avoir accès à un choix large et complet de boissons et de pâtisseries. Et donc, c'est intéressant de voir comment, finalement, on va vivre une expérience en physique à travers l'interaction digitale de la marque. Et ce courant, il a toutes les chances de se développer encore plus dans les mois qui arrivent, puisqu'il est en réponse aussi à une nouvelle pratique et des nouveaux usages qui sont ceux de la Gen Z, qui sont nés pour le coup avec un téléphone dans la main, qui n'ont pas connu l'ère sans Internet. Et donc pour eux, en fait, c'est complètement normal d'avoir des passerelles entre ce monde physique, ce monde digital. Et donc le social retail, c'est ça. C'est comment on fait en sorte que le client, même en magasin, il ait la possibilité de basculer instantanément sur le pendant digital de la marque, que ça soit son site e-commerce, les réseaux sociaux, de la réalité augmentée, etc. Et ça, c'est intéressant. Et comment tu les aides à ça? Les marques? Ouais. Bah, le point, c'est
d'accompagner les marques à pouvoir sortir de ces fameux silos, parce que encore aujourd'hui, malheureusement, dans beaucoup de marques, on a une direction retail qui est différente de la direction digitale et différente de la direction produit ou autre. Et donc, l'objectif, quand nous, on intervient et qu'on accompagne des marques, c'est de leur dire que, en fait, l'expérience client, c'est pas une expertise propre au marketing, propre au retail, propre au digital. Finalement, c'est l'ensemble de ces expertises qui, unies, vont proposer aux clients un parcours sans point de rupture qui soit le plus fluide possible. Et donc, c'est pouvoir faire dialoguer déjà les différents interlocuteurs au sein de la marque pour créer des synergies et que ces synergies-là, elles soient perceptibles par le client. Parce que le client, lui, peu importe quel service interne à la marque gère tel canal de distribution ou de communication, pour lui, c'est une entité et il faut que ça lui paraisse limpide, simple, agile dans son parcours. Ouais, donc il y a vraiment un rôle de conseil là-dessus, de mise en relation, de faire travailler ensemble. Nous, c'est ce qu'on fait beaucoup aussi à travers nos méthodes d'intelligence collective, de réunir les gens en atelier pour les faire travailler ensemble, pour créer du consensus et créer des plans d'action qui soient partagés. C'est ce type d'approche. Complètement. Et c'est vrai que plus les marques et plus les entreprises sont grosses, plus le risque de travailler finalement de son côté est fort. Ouais. Donc c'est aussi notre rôle quand on intervient, c'est de pouvoir justement réunir les gens, les faire échanger autour du projet, faire en sorte qu'on ait aussi l'adhésion des différents départements, parce que une expérience client réussie, et on en parlera un peu plus tard, parce que c'est l'objet du chapitre 3, nécessite les forces d'intelligence de tous pour que, d'un point de vue extérieur, donc client, ça soit évident. On a une question de JP Béranger. On va y répondre juste après avoir fini les 4 autres grands courants. Il y a le virtual retail, oui. le conscious retail, le humanized retail et l'automatized retail. Peux-tu nous les présenter rapidement tous les 4 avant qu'on réponde à JP? Ça marche. Donc le virtual retail, c'est ce qui est arrivé après le premier confinement où tous les magasins étaient fermés, les gens ne voyageaient plus, on ne se déplaçait pas. Comment on peut utiliser le digital pour donner vie aux magasins qui sont fermés? Et donc c'est toute cette phase-là où on a vu apparaître des boutiques en 3D où on pouvait via donc Internet se balader, déambuler dans les espaces, découvrir les produits, etc. Donc c'est en fait comment la boutique passe de l'autre côté de l'écran, comment on la digitalise pour donner accès à ses services, à ses produits depuis chez soi. Donc voilà, la cosmétique a été assez rapide, mais aussi les marques de luxe, Gucci notamment, avec son faux magasin muni comme un plateau télé avec des caméras, etc. Et vous pouviez contacter le conseiller via votre téléphone ou une fenêtre sur Internet et vous aviez une vraie discussion, mais à distance. Donc c'est ça aussi, c'est à la fois du virtuel mais du réel, puisqu'en face de vous, vous avez une vraie personne. Donc ça, c'est le virtual retail. Le troisième courant qui est vraiment, pour le coup, je crois, comme le social retail, quelque chose qui est amené à durer, c'est donc le conscious retail, le retail qui est tourné vers le développement durable, l'impact environnemental, social, humain. Donc un retail plus respectueux. Et donc là, on est à la fois sur déjà des lieux qui vont être peut-être plus respectueux de l'environnement parce qu'on va prendre des matériaux locaux, on va faire travailler des artisans autour de la boutique, etc. Mais c'est aussi un conscious retail, c'est un retail qui va permettre à la marque de communiquer sur ses engagements, de pouvoir les rendre tangibles. C'est-à-dire que si je dis que je suis une marque éco-responsable, etc., concrètement en boutique, comment ça se traduit? Quels sont les services que je mets à disposition de mon client pour peut-être réparer les produits plutôt que de me en vendre un neuf? On prend
l'exemple de Veja qui le fait extrêmement bien et qui permet d'aller jusqu'au bout de la démarche, de la rendre réelle pour les clients. Et donc ça, encore une fois, avec la perspective de cette nouvelle génération de consommateurs, les aides qui sont très sensibles aux engagements des marques, le conscious retail vient vraiment répondre à cette demande. Je ne viens plus uniquement acheter le produit d'une marque, je viens acheter aussi une démarche, un process, des valeurs, et ça c'est très important. Le quatrième, donc c'est le humanized retail. On a bien vu que pendant les confinements, ce qui nous a donné envie de ressortir de chez nous et retourner en magasin, c'est ce contact humain qu'on perdait en restant derrière notre ordinateur et en achetant en ligne. Et donc le humanized retail, c'est à la fois comment on remet l'humain au cœur du parcours client, au cœur de la visite en magasin, mais aussi en proposant des formats beaucoup plus petits. C'est-à-dire que on va peut-être moins développer des grands magasins qui sont sur 5-6 étages, mais plutôt des magasins de quartier qui vont être de l'ordre du local, où on va pouvoir reconnaître ses clients ou son vendeur, sa vendeuse. C'est aussi des formats mobiles. Louis Vuitton l'a développé avec cette caravane qui allait chez ses clients, alors les clients les plus riches, proposer une sélection de produits et où on avait finalement la marque qui venait jusqu'à la maison avec une expérience complètement sur mesure. Donc là, on est vraiment aussi à l'échelle de l'humain. Et contrairement à ça, on a l'automatized retail qui, alors c'est pas forcément des clients différents du humanized retail, c'est parfois des temps de consommation différents ou des produits différents, mais où là, on va proposer aux clients des parcours complètement autonome, c'est-à-dire que on a la start-up, la jeune entreprise Boxy qui développe des containers complètement autonomes. Vous rentrez avec votre application, vous vous servez, donc c'est de l'alimentaire. Tout est enregistré grâce à des capteurs et des vidéos et c'est crédité sur votre compte automatiquement quand vous quittez le container. Et donc ça permet notamment dans les zones industrielles ou d'activités d'entreprise, en dehors des horaires classiques d'ouverture, de permettre à chacun de venir faire ses courses au quotidien, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et du coup, de pouvoir ramener le commerce dans des zones où finalement, il avait disparu parce que ça coûtait trop cher d'avoir quelqu'un pendant les horaires d'ouverture classiques. Donc ça, c'est un dernier courant qui vient répondre aussi à une vraie demande de pouvoir acheter aussi à n'importe quel moment sans avoir à respecter des contraintes qui sont entendables difficilement parfois. Merci de nous avoir présenté ces 5 courants. Maintenant, pareil, JP est en 5 aussi. Il te demande quelles sont les top 5 enseignes françaises qui se sont réinventées. Alors, c'est vrai que c'est toujours une question difficile quand il s'agit de parler de la France parce que on a quand même en France beaucoup d'acteurs relativement frileux sur le retail, inventer des nouveaux modèles. Je crois que, en tout cas, alors top 5, ça va être compliqué, mais en tout cas, s'il y en a une qui me vient ou deux en tête, je crois que Decathlon est vraiment un modèle intéressant parce que ils sont très innovants dans les formats, très innovants dans les parcours qu'ils proposent. Et ils testent énormément de choses. En fait, ce que je trouve vraiment intéressant chez Decathlon, c'est qu'ils n'ont pas peur. Ils vont tester un format où on ne peut pas accéder si on ne fait pas partie du programme membre privilégié et où là, vous allez avoir tout un tas d'expériences digitalisées, physiques, etc. Il y a même plus de passage en caisse puisque vous êtes reconnu grâce au smartphone. Donc, je trouve que d'un point de vue expérimentation, Decathlon est vraiment intéressant. Monoprix aussi l'est beaucoup, je trouve. Ils ont ouvert l'année dernière leur nouveau concept magasin à Montparnasse où vous avez la possibilité, grâce au chariot connecté, de faire vos courses sans pour autant passer à la caisse puisque tout est préenregistré dans le chariot. Vous le laissez dans la zone qui est dédiée à la livraison et vous repartez au travail et on vous livrera les courses en fin de journée. Donc ça, c'est aussi intéressant parce que on vous propose des parcours alternatifs au parcours classique qui est toujours proposé dans ce magasin avec des zones d'échange. Vous avez un espace forum où ils accueillent des jeunes entreprises, des jeunes marques. La façon même de réinventer le linéaire
Donc, vous avez bien évidemment le rayon pâtes, le rayon vin, le rayon apéro, mais il y a aussi des espaces thématisés. Donc, vous avez un espace apéritif, apéritif ou pique-nique. Et en fait, ils vont mélanger, ils vont faire du cross-merge, puisque vous allez avoir et des sélections de vin et des sélections d'apéritifs à manger, etc. Et donc, se dire que parfois, le client il vient acheter pour un moment de consommation en particulier et on lui facilite la tâche en réunissant finalement l'ensemble des produits dont il va avoir besoin pour ce moment de consommation. Et ça, dans la grande distribution, c'est quand même une révolution parce que c'est pas la façon dont ils ont eu l'habitude de s'organiser. Et donc là, je trouve que c'est intéressant parce qu'on est orienté client dans la façon d'organiser le magasin. Donc, spontanément, je trouve que ces deux enseignes françaises qui sont pas forcément… alors, Monoprix a peut-être un positionnement plus premium, mais Decathlon, pas forcément. Ce qui veut bien dire aussi que l'expérience client ou la réinvention du retail, ça n'est pas que l'apanage des marques de luxe ou des marques qui sont à l'international. On peut aussi, en étant une marque française, moyen de gamme ou en tout cas médium, proposer des choses intéressantes dans la réinvention des parcours. Super. Y a Ali qui nous demande qu'est-ce que le ROX, mais je vais lui demander de patienter un peu parce que bien sûr on va c'est le sujet de la troisième partie et c'est votre méthodo propriétaire, le Return on Experience, mais tu vas nous présenter ça un peu plus tard. Tu veux nous parler de la deuxième partie sur le client mode d'emploi? Oui, alors c'est vrai que j'en ai déjà un petit peu parlé, mais c'est vrai que on a déjà la première notion, c'est que l'humain n'est pas un être si rationnel que ça. Et c'est vrai qu'on s'est penché sur les neurosciences et toutes les études qui ont été faites sur les comportements humains. Et en fait, on se rend compte que 80% de nos décisions sont motivées par le capital émotionnel et que du coup, le rationnel ne représente que 20% finalement dans la prise de décision. Donc déjà, il faut comprendre que faire appel aux émotions du client va permettre de déclencher l'achat ou en tout cas l'engager vis-à-vis de la marque de manière beaucoup plus importante que un long discours très pragmatique sur les plus, produits, etc. Même si c'est important, mais déjà ne pas oublier l'émotion dans tout ça. Et c'est aussi la grosse différence parfois entre une plateforme e-commerce et ce que je peux vivre dans un point de vente physique, c'est ce capital émotionnel, les choses que je vais vivre qui vont marquer mon esprit. La deuxième chose, c'est que notre cerveau, il est aussi organisé pour identifier ce qui va être une proie ou un danger. Donc, c'est des mécanismes ancestraux, mais qui vont être importants dans la façon dont on organise le magasin pour le client pour qu'il puisse très facilement se repérer, comprendre qu'est-ce qui est où et du coup de pouvoir adapter son parcours et sa visite. Et puis, le client mode d'emploi, c'est aussi cette nouvelle génération qui va avoir une grille de lecture dans son choix de marque complètement différent des millennials ou des générations précédentes. Et donc, il va falloir parler à ces générations, non seulement en intégrant complètement le digital dans les parcours, en leur parlant d'engagement, en étant crédible auprès de ces générations. Ces générations, la notion d'expert, de sachant, elle est complètement bouleversée et elles vont être beaucoup plus réceptives aux avis des autres consommateurs qui vont apporter du crédit, etc. Et ces fameux réseaux sociaux avec ce qu'on appelle le user-generated content. Donc, c'est ce que je vais enregistrer, prendre en photo pendant ma visite, que je vais poster sur les réseaux. Donc, c'est tout le contenu généré par les clients. Et on sait que ce contenu généré par les clients, il est 7 fois plus consulté par les gens sur les réseaux sociaux que ce qui est poussé par les marques. Donc, on va aussi devoir mettre en magasin des dispositifs qui donnent l'occasion à ce client de créer du contenu. Donc, lui faire vivre quelque chose de suffisamment fort pour qu'il ait envie de le partager derrière. Et cette génération, elle va quand même en magasin? Parce qu'on pourrait s'attendre, tu disais qu'elle est complètement digitale, etc. On pourrait s'attendre à ce que ce soit la génération qui n'y va plus.
Et là, on l'a vu dans les réponses, mais c'est aussi lié à l'âge des personnes sur LinkedIn. Dans les réponses, ceux qui disaient qu'ils avaient absolument envie du magasin, c'était pas ceux qui font partie de la génération Z. Ouais. Alors, on a longtemps cru cette génération qui était en train de grandir et de devenir les consommateurs de demain, qui étaient sur les réseaux sociaux en permanence, allait complètement mettre de côté le magasin physique. Et en fait, c'est l'inverse. Les études montrent que globalement, plus on interroge les jeunes consommateurs, plus ils sont nombreux à dire que oui, ils viennent en magasin. Pour 80% de la Gen Z et des millennials, le magasin est un point de contact dans leur parcours d'achat. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'ils achètent en magasin, mais en tout cas, ils vont passer à un moment donné dans ce parcours qui aujourd'hui est constitué de à peu près 6 points de contact. Donc, ça veut dire que je vais sur les réseaux, je vois une campagne, je viens en magasin, je vais sur le site de la marque, etc. Donc, il y a 6 points de contact différents et la boutique en fait partie. Donc, ce qui va être important, c'est de se dire comment je rends ce point de contact de la boutique complémentaire aux autres points de contact. Comment aussi je considère que cette visite en magasin, elle ne doit pas forcément se conclure par une vente parce que c'est pas forcément le réflexe de cette nouvelle génération. Donc, comment je vais leur donner envie, comment je vais leur apporter les réponses, comment je vais finalement les rassurer par rapport peut-être aux doutes qu'ils ont sur le produit ou sur ma marque, et comment je vais les engager, comment je vais nourrir cette relation client le temps qu'ils vont passer en magasin pour que derrière, quand ils sont de retour à la maison ou dans la rue sur leur smartphone, ils se disent que c'est chez nous qu'ils vont finalement acheter le produit qu'ils sont en train de vouloir acquérir. Donc, c'est aussi un changement de mentalité dans les équipes terrain de ces magasins, puisque en fait, cette nouvelle génération, elle va pas forcément acheter au terme de la visite, mais en revanche, elle attend que vous lui fassiez une démonstration de supériorité de votre marque par rapport aux autres. Et puis derrière, elle décidera du moment final de l'achat. Et donc ça, c'est aussi un vrai changement parce que les générations précédentes, elles allaient en magasin quand elles avaient un achat à faire. Donc, on était sur des parcours d'achat beaucoup plus courts. Là, le parcours d'achat, il s'étire. Donc, il faut vraiment se dire que le magasin, il a pour objectif de venir nourrir la relation client pendant que le client est captif dans le magasin. Mais il ne faut pas à tout prix vouloir le faire repartir avec un produit ou un service à la fin. Ils viennent pourquoi alors? C'est pour se distraire? C'est pour ça fait partie de leur sortie? C'est quoi la raison de leur présence en magasin? Alors, en fait, il y en a plein. Et c'est pour ça que quand nous, on travaille chez Heroin sur des concepts de retail, de boutique, on construit des personas. Et chacun de ces personas va venir pour une raison différente. Parce que un nouveau prospect qui ne connaît pas la marque, il va chercher à comprendre qui vous êtes, quels sont les produits, quels sont les plus par rapport à la concurrence, etc. Vous avez des clients qui sont déjà des clients de la marque et qui reviennent. Donc, eux, ils vont chercher à voir quelle est la nouveauté, quel nouveau service vous avez peut-être développé, etc. Donc, l'idée, c'est de se dire, face à une multiplicité de profils, d'usages et d'attentes, comment on met en place des dispositifs qui sont suffisamment agiles pour répondre à l'ensemble de ces questions. Donc, on a des visiteurs qui vont avoir envie de distraction, de détente, de se changer les idées, de passer un bon moment. Il y en a d'autres qui vont vouloir aller un peu plus sur le produit. Donc, eux, ils vont avoir des questions très précises sur l'usage lié au produit, les matières, les capacités, etc. Et là, ils vont s'attendre à avoir un discours d'experts, de professionnels. Ils vont tester la marque sur, OK, elle me vend des produits, mais est-ce qu'elle est vraiment best in class dans son secteur d'activité? Il y en a d'autres qui sont mécontents parce qu'ils ont eu un problème avec le produit. Et là, eux, ils s'attendent à un niveau de service excellent, à être bien accueillis, à ce qu'on cherche à trouver des solutions, à réparer le dommage, à les accompagner dans la résolution du problème. Et puis, vous en avez d'autres qui sont peut-être un peu plus en découverte, première découverte, juste pour savoir si la marque leur parle, s'ils se sentent concernés peut-être par le discours, les valeurs de cette marque aussi. Ça, c'est aussi quelque chose de très important. Donc, en fait, il y a pas une raison de venir en boutique, il y en a plein. Et aux marques aujourd'hui de pouvoir bien comprendre quelles sont ces raisons
pour aménager la boutique en conséquence. Que penses-tu du retour de Lionel qui dit que le magasin est pour eux encore une preuve sociale, avec beaucoup de gens qui se donnent l'illusion du pouvoir d'achat en faisant des selfies avec les sacs de l'enseigne, ce genre de choses? Sur la dimension sociale du magasin? Ouais, et preuve sociale, vraiment, ce côté, je vais dans ce magasin, j'achète dans ce magasin, même si à l'intérieur du sac, il n'y a pas grand-chose nécessairement. En fait, je pense que c'est ce nouveau rapport à l'image, il n'est pas propre, enfin, il n'est pas lié vraiment au magasin. C'est la mécanique du réseau social, la mise en scène, et du coup, le shopping en fait partie. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de voir que le magasin devient un média, puisque du coup, le visiteur se met en scène, crée du contenu, le partage, communique autour de la marque et du produit. Donc, même si lui n'achètera pas, mais en tout cas, la notoriété de la marque, elle s'en trouve boostée. La désirabilité autour du produit ou du lieu de la même manière, puisque si l'installation est vraiment exceptionnelle, ça nous a donné envie, on va se déplacer, on va y aller, on va en parler. Et en fait, c'est ça, nous, notre point de vue, c'est que finalement, demain, le magasin doit devenir un média. Il n'a pas que vocation à vendre. Et si on ne vend pas sur place, en tout cas, il aura permis de faire parler de la marque, la faire connaître aussi à une audience beaucoup plus large grâce à cette dimension sociale. Et c'est clairement un véritable atout pour les marques. Et en termes d'installation, pour reprendre un peu la question de JP sur un exemple d'installation de marque française qui t'a bluffé? Alors, d'installation de marque française, aujourd'hui, j'ai pas malheureusement quelque chose où je me dis en France, on a réussi à proposer quelque chose d'incroyable. Je trouve que en retail, ce que fait Veja, donc marque française, est vraiment bien, mais on n'est pas tellement dans l'installation, on est plutôt dans de la boutique. Et clairement, aujourd'hui en installation, on est, je trouve pour moi, pas suffisamment inspirant en France. Les marques à l'international et les marques étrangères le font mieux. S'il y a une marque française quand même qu'on peut citer, c'est Louis Vuitton, qui, je trouve, en termes d'installation, donc on n'est plus du tout dans la distribution, mais vraiment innove dans les pop-up stores, les expériences de gaming avec les parcours en réalité augmentée dans Paris, etc. Et là, on a quelque chose d'intéressant, mais c'est encore vraiment limité aux marques, à certaines marques de luxe. Marques de luxe, ouais. Moi, je pensais à Hermès. J'avais été à un truc au Carreau du Temple qu'ils avaient fait, qui était assez bluffant. Oui, comme alors sur le carré club, autour notamment du carré Hermès, les métiers, etc. Mais c'est vrai que les retailers, les enseignes aujourd'hui sont encore un peu frileuses pour sortir un peu des standards et de leurs habitudes et proposer des choses qui soient vraiment en rupture avec les codes habituels. Ce qu'on voit beaucoup plus quand même, notamment en Asie, où on a un public qui, de toute façon, s'attend à ce que la surprise soit quasi à chaque nouveau rendez-vous. Avec quoi comme exemple, par exemple? Enfin... J'ai notamment en tête une marque italienne, mais qui fait beaucoup d'installations, notamment en Asie, c'est Bottega Veneta. Et c'est intéressant parce que donc, la marque changeait de directeur artistique il y a, je crois, 3 ans. Il y a 6 mois, il y a un peu plus de 6 mois, ils se sont retirés de l'ensemble des réseaux sociaux, ce qui pour une marque de luxe est quand même pas très commun. Et en fait, en parallèle de ça, ils développent des pop-up stores complètement innovants, surprenants. Donc, c'est tantôt une boîte dans laquelle vous avez une expérience d'immersion avec du son et de la lumière. Là, ils viennent de mettre en place un labyrinthe où vous n'avez même plus de produits à l'intérieur. Donc, c'est vraiment une installation lumière, labyrinthe. On est vraiment dans du mystère et de l'expérience pure. Et ce qui est intéressant, c'est que Bottega Veneta compte sur les visiteurs, sur la communauté pour créer du contenu autour de ces installations,
poster sur les réseaux, faire parler de la marque et donner envie aux gens derrière d'aller en boutique. Et du coup, c'est intéressant parce que la marque ne prend plus elle-même la parole sur les réseaux sociaux. Elle donne la parole à sa communauté. Et c'est intéressant, en fait, de se dire que la marque va s'aider de la communauté pour exister en ligne et donner envie aux gens de venir à elle. Super. On va finir un peu sur le ROX et répondre ainsi à Ali. Et puis, avec une transition de Lionel aussi qui nous dit on pourrait parler d'émotion client au lieu de dire expérience client, puisque la prise de décision est à 80% émotionnelle. Qu'en penses-tu? Je pense que ça fait d'ailleurs la bonne transition avec le ROX, c'est la troisième partie. Ouais. En fait, l'émotion, elle est bien évidemment très importante, mais quand nous, on parle d'expérience client, oui, l'émotion a une grande part là-dedans, mais on n'est pas que dans l'émotion non plus. Quand on parle de l'expérience de la preuve, notamment, puisque c'est un des piliers de notre méthode sur les 5, la preuve, on est aussi dans des éléments tangibles qui permettent le crash test et des produits et des engagements. Et à ce moment-là du parcours ou à ce moment-là de l'expérience, on fait aussi appel à la dimension peut-être plus rationnelle sur les 20% de rationnel, mais qui sont quand même importants parce que on a beau vivre un moment extraordinaire, sublime ou au contraire fort, intense, si derrière on a encore des doutes sur les bénéfices produits, la supériorité de la marque, etc., on n'achètera pas non plus. Donc il faut quand même avoir un dosage entre cette grosse partie émotionnelle et la partie rationnelle. Et nous, de plus en plus, on ne parle plus d'expérience client, mais on parle d'engagement client. C'est-à-dire que, en fait, engager le client, comprendre l'expérience, mais il y a tout un tas d'autres mécaniques autour à activer pour engager le client sur des parcours qui sont de plus en plus longs, de plus en plus multiples aussi en termes de points de contact. Et c'est comment on garde le client engagé avec la marque pour derrière en faire un client fidèle, parce que clairement, le taux d'acquisition d'un client, il est 5 à 25 fois plus élevé que d'en garder un. Et quand on sait qu'au bout d'une mauvaise expérience client, 50% quittent la marque, on se dit qu'on a tout intérêt pour engager nos clients sur le long terme, à leur délivrer une bonne expérience sur le long terme, parce qu'en termes de business, il y a des vrais impacts. Et ça nous amène à ce ROX, Return on Experience, donc le retour sur expérience. Et pourquoi on a développé notamment ces nouveaux indicateurs de la performance, ces KPI, c'est que en fait, on parlait à nos clients de l'expérience client et puis beaucoup nous disaient OK, c'est super intéressant, mais concrètement, comment je la mesure, votre expérience client? Comment je mesure l'impact que ça peut avoir sur le business quand j'ai un DG qui me dit OK, c'est quoi le retour sur investissement qui est le ROI, qui est quand même le marqueur utilisé par la plupart des entreprises. Et en fait, en s'intéressant aux indicateurs classiques utilisés pour mesurer la performance en retail, on s'est rendu compte qu'ils étaient dépassés. C'est-à-dire que regardez le chiffre d'affaires par mètre carré ou le trafic, ça vous permet de voir si votre magasin il est performant ou pas, mais ça ne vous permet pas de comprendre pourquoi ça ne marche pas, par exemple. Donc, vous pouvez voir que le chiffre d'affaires il s'effondre, mais vous n'allez pas en comprendre les raisons. Donc, en fait, la méthode du ROX, c'est sur les 5 piliers de l'expérience client, que sont l'expérience de l'immersion, du service, de l'usage, de la preuve et du partage. C'est comment on va, grâce à des indicateurs très simples, évaluer le retour sur l'expérience. Donc, ça peut être dans le cadre d'un audit en amont de notre intervention. Ça peut être aussi un audit réalisé sur vos concurrents pour se dire, OK, c'est quoi le niveau de retour sur expérience de mes concurrents? Où est-ce qu'ils sont forts? Où est-ce que moi, je me situe sur chacun de ces piliers? Et ça permet derrière d'intervenir de manière quasi chirurgicale sur des parties de l'expérience client qui, aujourd'hui, ne sont pas optimales dans votre concept magasin, et donc de pouvoir adresser ces points en particulier grâce à des dispositifs qu'on va développer. Et donc, c'est ça, cette idée du ROX, c'est de se dire que si on adresse l'ensemble de ces indicateurs du ROX, on va garantir une bonne expérience client et donc, derrière,
engager le client, le rendre fidèle et donc nourrir le business de la marque sur le long terme. Parce que c'est vraiment ça comment dire, la garantie de délivrer une bonne expérience. Et on en parle dans le livre, c'est quoi une bonne expérience client? Parce que pareil, certaines personnes peuvent penser que c'est très subjectif. Et en fait, non, c'est très objectif. C'est une bonne expérience client. C'est le delta entre l'expérience qui est anticipée par le client avant de venir, l'expérience qu'il va vivre sur place, et c'est le delta entre ce qu'il s'attendait à vivre et ce qu'il va vivre. Si c'est mieux que ce qu'il imaginait, ça va être une très très bonne expérience. Si c'est moins bien que ce qu'il imaginait, il va dire que c'est une mauvaise expérience. Donc, c'est pour ça qu'on dit à nos clients, on ne va pas pouvoir développer une bonne expérience client tant que vous ne savez pas ce que vos clients attendent de vivre dans le magasin. Et donc, c'est pour ça qu'on crée ces personas après les audits qu'on fait sur terrain, parce que c'est vraiment la base derrière du cahier des charges pour développer les concepts. Alors c'est particulier, hein, mais ce que tu viens de dire, c'est que plus le client va attendre quelque chose, donc plus on aura créé du désir, plus on risque de le décevoir. Exactement. Et du coup, ça veut dire que plus vous avez des clients aux attentes élevées, plus le niveau il va être haut pour vous dans l'expérience à délivrer. Donc c'est pour ça que c'est aussi important en fonction des marchés, par exemple, où vous voulez vous implanter, de pouvoir identifier quelles vont être les attentes de ces clients dans ce point de vente en particulier. Parce que même d'un point de vente à un autre, la clientèle peut être très différente, les attentes très différentes, et du coup, vous n'aurez pas les mêmes attentes. Et c'est la même chose. Un prospect ou un client qui connaît la marque depuis des années vont avoir des attentes diamétralement opposées. Donc, si on ne connaît pas parfaitement nos clients et ce qu'ils attendent de leur visite, on pourra développer des super concepts, des choses très immersives, très ludiques, mais qui seront peut-être à côté de la plaque par rapport à ce que le client, lui, attend de trouver en magasin. Et donc, du coup, on aurait investi du temps, de l'argent et de la réflexion dans quelque chose qui, à la fin du compte, ne générerait pas ce sentiment d'avoir vécu une bonne expérience. Donc, c'est pouvoir aussi adapter les efforts et les dispositifs en fonction du niveau d'attente qui a été estimé au préalable de l'intervention. Et t'as pas aussi une nécessité, moi c'est ce que je vis quand je propose des relations presse à mes clients, de management of expectation, à savoir typiquement pour les relations presse, on peut pas garantir à un client que son livre va être cité par toute la presse, que ça va faire un carton, etc. Donc pour pas décevoir, il est aussi important pour nous de dire, on va faire le job qu'il faut pour contacter tous les journalistes, pour leur présenter le livre, etc. Mais au dernier ressort, c'est eux qui choisissent qui ils présentent et on peut pas vous garantir des résultats. Est-ce que les marques, dans leurs relations, doivent aussi avoir cette dimension-là, à savoir, pour ne pas décevoir, ne pas survendre? Mais c'est aussi le problème, souvent des campagnes de communication, par exemple, où on vous promet le monde entier, et c'est aussi, ça a été un gros problème, notamment pour Air France, faire du ciel le plus bel endroit de la Terre avec des campagnes magnifiques. Et donc, il y avait un gros écart entre ce qu'on vendait de la marque et de l'expérience, et puis ce que je vivais finalement en vol, en écho avec un haut niveau, etc. Et du coup, les gens disaient, OK, faire du ciel le plus bel endroit de la Terre, c'est bien joli, mais concrètement, moi, ce que vous m'avez fait vivre en expérience de voyage, c'était pas au niveau. Et donc, nous, notre point, c'est de se dire, il faut qu'il y ait une cohérence entre le discours de la marque, la promesse de la marque, et ce que vous êtes capable de délivrer en vrai dans vos boutiques. Le retail, c'est le lieu de la preuve. Vous ne pouvez pas mentir à vos clients en retail parce que ils sont face à vous, il y a les produits en vrai. Donc, en fait, il faut derrière être sûr que ce qu'on annonce est bien retranscriptible en vrai, en boutique. Et c'est vraiment important d'avoir cette cohérence. Et encore une fois, avec cette nouvelle génération de consommateurs, le manque de cohérence est vraiment un point de rupture dans la relation. Et donc, il va falloir qu'on puisse trouver ce fil rouge qu'on tire jusqu'au bout, de manière à cocher toutes les cases du parcours et leur montrer que c'est pas du blabla marketing, que la marque derrière met en place des vraies choses. Ça ne veut pas dire qu'on fait tout de suite, et c'est ce qu'on explique à nos clients dans la transition
écologique notamment, le client, il s'attend pas aujourd'hui à ce qu'une marque qui existe depuis 30-40 ans, là, en 2021, fasse tout 100% green. En revanche, ce qu'elle s'attend de voir de la part de la marque, c'est que la marque a enclenché une transition, qu'aujourd'hui, elle a changé certains process, certaines matières, etc. Et que demain, il y a des objectifs autres qui se sont fixés, qui ont été fixés. Donc, la boutique, elle doit aussi permettre à la marque de montrer que les changements sont en cours, qu'elle fait son mieux pour s'améliorer. Et ça, c'est important. Le client, si il comprend dans sa visite que la marque n'est pas parfaite, mais qu'en revanche, elle a conscience de ce qui lui reste à accomplir, il y a une forme quand même comment dire, j'ai perdu le mot, mais elle va accepter que la marque soit imparfaite parce que on aura pris la parole, on n'aura pas mis la poussière sous le tapis et on aura parlé des choses. Merci beaucoup Rémi. J'espère que notre échange a donné envie à tout le monde de lire ton livre avec Quentin. Le magasin est-il mort? Tu nous en as donné une petite partie, mais il y a encore beaucoup plus d'enseignements à l'intérieur. La transition est toute trouvée avec notre dernière rubrique, qui est le sondage de la semaine prochaine. Quand on aura fini de boucler les choses, on aura en plus une rubrique intermédiaire qui sera le type de la semaine en vidéo. Mais la dernière rubrique, le sondage de la semaine, je vous ai déjà mis le lien tout à l'heure. C'est pour travailler son expérience client et ta réponse m'intéresse parce qu'elle rejoint ce que tu viens de dire. Qui faut-il enchanter? Est-ce qu'il s'agit d'enchanter tous ses clients ou seulement les meilleurs? On t'a perdu Rémi, t'es toujours là? Oui, on t'a perdu, zut alors. On a vraiment le lien avec ce que disait Rémi, avec ce que tu disais tout à l'heure Rémi. Est-ce que et tu le disais en disant il faut bien travailler sur les attentes du client, les comprendre. Dans ma question, je pose la question, faut-il enchanter tous ses clients ou seulement les meilleurs? T'en penses quoi juste à cette question-là? Bien sûr, ce sera l'objet d'un débat la semaine prochaine. Ouais. Et c'est la production du webinaire de la semaine prochaine. Alors, en fait, je pense que la notion de meilleur client, elle reste à définir parce que qu'est-ce qu'un meilleur client? Est-ce que c'est celui qui achète le plus chez vous? Est-ce que c'est celui qui parle le plus de votre marque? Et donc, en fait, je pense qu'un client peut avoir un rythme d'achat relativement faible auprès d'une marque ou des paniers d'achat même relativement faibles, mais être un vrai ambassadeur de la marque et en parler autour de lui et faire du recrutement pour la marque. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire tous les clients parce que, en fait, ils sont tous nécessaires à la marque. Et finalement, les différents profils de clients vont permettre à la marque, pour une certaine partie, de consolider le chiffre d'affaires, 2, d'aller recruter des nouveaux clients, 3, certains qui sont aujourd'hui des petits clients, mais à terme deviendront des gros clients. Et donc, en fait, je crois que pour une vision long terme, il faut travailler l'ensemble de ces clients parce que les bons clients d'aujourd'hui ne seront pas peut-être les bons clients de demain. Et donc, il faut préparer ceux de demain aussi. Merci beaucoup. On va peut-être t'inviter la semaine prochaine d'ailleurs aussi, t'es le bienvenu. Je vous ai présenté rapidement le Customer Focus Canva dont on va parler la semaine prochaine. Aussi, c'est au démarrage de notre méthode autour de Customer Experience Redesign. On va faire notre deuxième webinaire là-dessus. Et effectivement, je suis d'accord avec toi, le meilleur client, et c'est l'objet du Customer Focus Canva, c'est pas nécessairement celui qui achète le plus. Il y a plusieurs éléments, dont la viralité, le profil, etc., qui rentrent en compte. En revanche, notre point de vue, mais qui n'est pas celui de Philippe Guillonnec aussi, qui était dans la salle tout à l'heure et qui sera là la semaine prochaine, est plutôt de dire qu'il faut d'abord cibler ses clients parce que les attentes ne sont pas les mêmes. Moi, je donne un exemple dans l'hôtellerie récemment. Si on a des clients qui sont en famille et des clients qui sont des couples sans enfants, leurs attentes vont être très différentes. Et on peut pas réussir à les enchanter tous. Et je donne un exemple un peu bête, mais on peut pas réussir à créer une expérience dans l'hôtel où et les familles sont satisfaites et les enfants sont satisfaits. Sauf à avoir 2 hôtels, parce que les couples sans enfants ne veulent pas de bruit autour d'eux et ils veulent du calme. Donc, ils ne vont pas vouloir des piscines avec des jeux, des toboggans, etc. Là où ceux qui sont en famille vont justement vouloir des toboggans. Donc, tout ça pour dire que, et on en discutera la semaine prochaine parce que Philippe l'a mentionné, il est toujours là,
qu'à notre sens, il faut d'abord construire sa stratégie d'expérience autour de cibles qu'on veut réellement fidéliser et qu'il faut bien les comprendre. Et les critères que tu as évoqués, qui sont les critères de notre Customer Focus Canva, sont les bons éléments pour en discuter. Donc, on continue la semaine prochaine sur l'expérience client. On aura un débat entre Valérie Vax, avec qui j'ai coécrit le livre, Philippe Guillonnet, qui a participé et qui a contribué, avec qui on a débattu avant de publier ce livre et dont on a pris en compte un certain nombre de remarques, et Aude de Laval aussi qui sera parmi nous. Et puis donc je te retends l'invitation. Si tu veux venir débattre avec nous la semaine prochaine et que tu as encore du temps sur ce même créneau, on sera ravis de t'intégrer parce que ton point de vue orienté retail, mais qui rejoint de toute façon la grande problématique de l'expérience client, est parfaitement intéressant. Merci. Un petit mot pour conclure? Non, en tout cas, je crois que on a eu l'occasion d'échanger pas mal sur les notions qui sont dans le livre et effectivement le fait que il y a encore plein de choses à inventer et c'est ça, en tout cas que moi je retiens de ces derniers mois, c'est que il y a pas de confrontation digitale et physique et c'est vrai que souvent le débat tend à confronter le e-commerce au retail, alors qu'en fait, on n'y va pas pour les mêmes choses. On peut tout à fait solliciter les deux à des moments différents et du coup, c'est juste réfléchir à la place de chacun dans ce parcours pour que le consommateur ait le choix et surtout la possibilité de vivre des choses différentes à des moments différents. Merci beaucoup Rémi, c'était passionnant comme l'année dernière. Je suis ravi qu'on ait eu cet échange et qu'on ait pu faire ce livre ensemble. Je vous ai mis le lien donc vers le sondage, donc n'hésitez pas à voter, à y réfléchir pour qu'on puisse en discuter la semaine prochaine avec nos invités. Et t'es le bienvenu. Je vous ai aussi mis le lien et c'est encore work in progress vers un Google Sheet. En attendant qu'on ait un vrai forum sur le site qu'on va mettre en place prochainement, un Google Sheet dans lequel vous pouvez interagir, nous donner des sujets de webinaire, nous proposer des personnes à inviter, relire les livres qui sont en cours de rédaction. On va bientôt faire un webinaire avec Nicolas Delinière sur la méthode Q2C Selling et on vous donnera la possibilité de relire en avant-première le livre, nous faire vos commentaires et nous dire ce que vous en pensez. Voilà, on est dans cette logique et dans cette dynamique d'essayer de créer plus d'échanges. Si tu as des conseils à nous donner, Rémi, on est les bienvenus. On prend de là où ça vient, en sachant qu'en B2B, les gens participent un peu moins, ou pas nécessairement autant qu'en B2C, mais on va essayer de prouver qu'on peut créer de l'engagement et de la participation. Merci beaucoup à tous. On se retrouve la semaine prochaine avec Philippe, Valérie et Aude. Merci à tous. Merci.